Les événements et ceux qui les créent sont sur streetdiamond.fr. Street Diamond, 99.2. Rich the $1 billion jit. Stat girl from the $1 billion jit. I will be there when you need someone to tell you that you're beautiful, baby. I will be. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et on est en très bonne compagnie, comme tous les samedis. Donc, on vous donne déjà rendez-vous directement sur streetdiamond.fr. Dans quelques instants, d'ici 20 minutes, on sera en live Facebook. Donc, vous pourrez aller sur la page Street Diamond sur Facebook et vous pourrez voir le live, nos invités, comme ils sont beaux, comme ils sont frais. Et nos chroniqueurs, certains sortent de Guadeloupe, ils ont le bronzage qui va avec et nous on est les visages pâles, mais il n'y a pas de souci, on sera ensemble. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui on a des invités super sympas. Alors c'est simple, là on présente parmi deux les plus gros sites qui correspondent à la musique, les plus gros sites dancehall, reggae, urbain, de la Martinique et de la Guadeloupe et qui touche tout à fait la Guyane et la Réunion aussi. Et ces deux sites, c'est Pepsi Actu ainsi que l'Antillais.net et Tout pour ma star. Donc des personnes qui sont là depuis quelques années. On va parler tout simplement des médias aux Antilles, de ces jeunes médias, de ce genre de jeunes médias qui fait bouger la jeunesse. Et j'ai été obligé bien sûr en faisant intervenir ces deux protagonistes, de faire intervenir quelqu'un qui est là depuis très très longtemps, une personne qui a révolutionné le genre tout simplement. Vous avez connu DatPiff, vous avez connu World Start Hip Hop. Avant tous ces genres de sites, il y avait un site en Guadeloupe qui s'appelait Calotte Lyrical et qui s'appelle toujours Calotte Lyrical et qui justement mettait la musique en avant et tous ces jeunes musiques qui arrivaient, ces musiques urbaines. Et bien avant World Star, bien avant DatPiff, tu pouvais télécharger des albums, télécharger des mixtapes, tu pouvais télécharger des morceaux. Bref, en gros, c'est juste que ce concept n'était pas international et n'allait pas vers l'international, mais en gros, il était en avance sur tout le monde et il aurait pu générer des revenus extraordinaires. En l'occurrence, je vous parle de Allen Castry et on écoute l'interview d'Allen Castry qui a créé Calotte Lyrical. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Les événements et ceux qui les créent sont sur streetdiamond.fr. Allen, déjà, ça me fait super plaisir de te recevoir sur Street Diamond et que tu as accepté nos questions, tout simplement, de participer à cette émission. Donc, pour rappeler, pour commencer par le commencement, Allen, tu es le créateur du site Calotte Lyrical. Ouais, c'est ça. Écoute, enchanté, hein, ça fait un petit moment qu'on s'est dit qu'on devait faire cette interview. C'est clair. La voilà, n'est-ce pas, hein? C'est clair. Alors, pour commencer par le commencement, qu'est-ce qui a fait que tu as créé ce site Calotte Lyrical à l'époque? Écoute, tu me fais réfléchir à des trucs là. Alors, on va dire en gros que j'ai l'impression que je faisais partie de l'âge doré de la génération dorée niveau musique urbaine en Guadeloupe, tu vois. C'est-à-dire que quand quand j'avais 18, 19, 20 ans, en fait, c'est à cette époque-là qu'il y avait tous les gros sons qui sortaient, il y avait tous les gros sons de système partout, tu vois. C'était vraiment chaque quartier qui avait sa fierté d'avoir des artistes et tout, tu vois. La musique, elle était vraiment à son pic, tu vois. Et c'est cool parce que en fait, récemment, j'avais vu le film sur NWA, mais c'était vraiment comme ça en Guadeloupe, tu vois. On avait vraiment des talents émergents partout. Donc à partir de là, c'était vraiment il y avait un game partout, tu vois. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi à la base, je suis musicien, tu vois. Et donc à un moment, je me suis dit ouais, mais franchement, j'entends des trucs à la télé, je vois des gars qui ont plein de talents dans mon quartier, tout ça. Dans ma ville, j'avais envie de bosser avec eux pour essayer de les booster parce que je pense que j'avais des trucs que je pouvais faire avec eux. Donc on a commencé à bosser ensemble. Et après, je me suis dit, ouais, mais c'est cool, mais on n'arrive pas à faire tourner les trucs, tu vois. Quand c'est des artistes de Pointe-à-Pitre et tout, ça tourne, tu vois, ça passe en boîte, ça passe partout. Alors que parfois, on avait du bon son au Maule, parce que je suis du Maule, hein, tu le sais toi-même. Et en fait, ça circulait pas. Alors, on s'est dit, bon, mais allez, on va faire un truc, hein. Maintenant, c'est Internet. On va faire un site et on va permettre à tous les artistes, à partir du moment qu'ils font du bon son, pas que les artistes de tel ou tel coin, tu vois, de faire circuler la musique, tu vois.
Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est à la suite de la mixtape en fait où on a réussi à bosser avec pas mal de monde, tu vois. Et on s'est dit on continue le taf et on fait circuler les morceaux parce que c'était de la bonne, tu vois, et qu'on s'est dit que c'est normal à partir du moment qu'on maîtrisait Internet de faire circuler les trucs sur Internet, voilà. Donc voilà. Tu parles de la mixtape, tu parles de Mashup Mixtape? Ouais, c'est ça, exactement. Donc tu peux nous dire les artistes qu'il y avait à cette époque sur ta mixtape? Wow, et franchement, j'aurais trop peur d'oublier du monde, mais franchement, en gros, il y avait un mélange entre des potes, tu vois, des gars du moule que je trouve qui bossaient bien, et aussi des artistes qui étaient des petites pépites façon Mbappé, tu vois, que je connaissais pas encore dans leur quartier, que moi je connaissais, tu vois. Parce que moi, franchement, j'ai toujours été amateur de musique, à découvrir des gars de petits quartiers. C'était qui les Mbappé de l'époque? Ah ouais, il y avait des gros Mbappé de l'époque, tu vois. Moi, je me rappelle un exemple, j'avais un freestyle de J-Non, tu vois. Et personne ne connaissait encore J-Non et je me suis dit, waouh, lui, il va faire un truc, tu vois. Et donc, c'est comme ça. Il y avait aussi à l'époque Dawa et Diffin Deshman, tu vois. C'était des gars qui faisaient des trucs impressionnants, quoi, quand ils étaient ensemble. Et on s'était dit, ouais, mais ces gars-là, potentiellement, ils peuvent écraser tout, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on cherchait à fréquenter ces gens-là. Donc, il y avait aussi, donc, les potes, comme je t'ai dit, les petites pépites, et puis des gars confirmés de leur ville aussi, au niveau de Sainte-Anne, t'avais déjà la bande de Sadiq, l'aile, en fait. Donc, c'est vraiment un mélange, tu vois, il y avait aussi du hip-hop, parce que moi, je suis un vrai amateur de hip-hop à la base. Et en fait, comme, personnellement, je suis éclectique, en fait, on a fait la mixtape, on a essayé d'être éclectique. Donc, c'est vrai qu'il y avait vraiment des gens que je trouvais sérieux en hip-hop, aussi en dancehall. L'idée, c'est qu'on essaie. Donc, on n'a pas bossé avec tout le monde, mais on avait envie de bosser avec tout le monde. Donc, on a bossé avec les gens qu'on a réussi à avoir. Ok. Et il y avait du monde de partout. Donc, comme je t'ai dit, un peu. Ah là, je suis en train de te perdre là. On a mal entendu ta dernière phrase. Quoi? J'ai pas compris. On a mal entendu ta dernière phrase. Ah merde, excuse. Donc je te disais vraiment, il y avait vraiment des gens avec qui on bossait par amour, quoi. Tu vois, on s'est dit qu'on allait faire un truc, que c'était l'occasion de faire une histoire, de mettre un MP3, tu vois, de passer une après-midi ensemble et tout. Donc voilà, en fait, c'est vraiment une réunion comme ça avec des gens de partout et puis voilà, quoi. Et ben justement, on est avec, on sera du moins avec Viandi Toons qui sera dans le building avec nous. Il y a aussi Pipsy, donc les rédacteurs en chef du site Pipsy Actu et l'entier.net et tout pour Mastar. Et justement, toi, tu es un des pionniers, pour ne pas dire le pionnier, au niveau d'internet, de sites locaux vraiment qui parlent de l'underground, qui parlent de musique, dancehall, rap local. Mais il y a la première chose à dire par rapport à tout ça, c'est qu'il y avait des limites techniques qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc comment tu faisais aussi pour manager toutes ces limites techniques? Comment ça se passait techniquement, calotte lyricale? Parce que je crois qu'il y a des vraies anecdotes. Hein. Franchement, mine de rien, en fait, je vais parler trop longtemps, en fait, si je te parle de tout ça. T'inquiète. En gros, en fait, on a eu plusieurs fonctionnements dans Calotte. Tu vois, à la base, quand on a commencé, donc je t'ai dit que c'était à la suite de Mashup Mixtape. Au début, chaque son qu'on leur recevait, on l'écoutait et on prononçait un avis dessus, en fait. On cherchait à faire circuler la crème de la crème de la crème. Et c'est ce que les gens kiffaient, en fait. C'est-à-dire qu'on faisait un taf de sélection et c'est comme si on était une sorte de label qualité, tu vois. Et donc, on se prenait avec la tasse, le petit cousin que tu connais bien, puisque je crois que c'est ton cousin aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Et on faisait vraiment le taf d'écouter chaque morceau, tu vois. Et donc après, donc on était à 2 au début, après on s'est passé à 3, à 4, à 5. À un moment, on était à 10 à faire de la sélection de morceaux. Hein. Ah donc, à partir de là, à un moment, on recevait 200 morceaux par jour. Ok. Donc, à un moment, c'était juste plus possible de pouvoir écouter chaque morceau.
c'était super éclectique puisque des MP3, des gens qui chantaient, mais t'avais aussi des instrus, tu vois. Il y avait des gars qui faisaient leur petit coin instru. Il y avait pas mal de beatmakers qui après se sont retrouvés à bosser avec Migos et compagnie, tu vois. Et ben ils ont commencé à poser des instructions au calotte, tu vois. Ça, c'est une fierté de se dire que en fait, ça a créé des communautés, ça a permis à des gens d'avoir confiance en eux pour pouvoir aller plus loin par la suite. Et donc l'idée, c'est vraiment que au début, on était dans le qualitatif et puis on s'est dit que c'était plus possible, quoi, parce que quand tu arrives à 200 morceaux par jour, tu vois, donc si chaque morceau fait 3 minutes, tu dois en écouter presque, on va dire, 30 par personne. Tu fais ça pendant 1 jour, 2 jours. Quand tu dois le faire tous les jours pendant 6 mois, ben, tu finis par avoir un petit ras-le-bol. Donc, comme en fait, moi, tu vois, tout ce qui est programmation informatique, c'est mon délire. Donc, on a changé de fonctionnement. Donc, on est passé à un système automatisé, en fait. Donc, c'est juste pour te dire que, en fait, tout ce qu'on a fait, on a vraiment eu des évolutions majeures parce qu'on était obligé par moment, en fait, de changer de principe de fonctionnement et tout parce que ça devenait vraiment lourd. C'est pas parce que, tu vois, il y a des gens qui nous ont critiqué pour ça, qui nous ont dit, ouais, maintenant, il y a des sons de merde et tout sur Calotte. Juste parce qu'à un moment aussi, c'était plus possible de faire autrement. Et ça a permis à des artistes d'émerger, en fait, tu vois. C'est-à-dire que on allait sur le site, on se rendait compte qu'il y avait un nouvel artiste que personne ne connaissait, qui avait posté son son comme un grand. Et puis après, bim, tu vois. Je me rappelle, dans mes fiertés, j'ai reçu mon premier son de TMJ, en fait. Il avait posté sur... Attends, parce qu'on captait mal quand t'as dit ça comme par hasard. Tikimji, alors? Ouais, donc je me rappelle, en fait, il avait posté un morceau. En fait, c'était sur une extrait de Destiny Child. Et en fait, personne ne me connaissait. Et puis, ça a fait que cartonner d'un seul coup, en fait. Et là, je me suis dit, non, mais lui, ça va aller loin, en fait. C'était vers quelle année, ça? Il y a eu des... Franchement, je me rappelle même pas. Je pense qu'il devait être vraiment même mineur sexuellement, on va dire. Peut-être qu'il devait avoir 14-15 ans, quoi. Je sais pas. C'est vraiment un petit gamin. Mais tu sentais déjà une sorte de maturité. Tu sentais un truc, tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est que perso, je suis un détecteur de pépites. Tu vois, j'aime bien voir des petits jeux qui arrivent et qui ont un truc en plus que les autres. C'est ça qui me séduit, en fait. Et parfois, tu avais des gens comme ça et tu te disais, OK, lui, il a un truc en plus que les autres. Lui, il se démarque. Et c'est ça la belle histoire aussi de Calotte, en fait. C'est que à chaque fois, il y a eu des gens comme ça qui amenaient quelque chose de différent et voilà, quoi. Alors, tu l'as dit, Calotte, c'était le site numéro 1. En plus, il a réussi, après ça a suivi au niveau des vidéos. Il y a pas mal de vidéos qui se faisaient et tout, etc. Mais il y a un autre truc que tu nous as pas dit parce que mine de rien, moi, je restais encore sur le côté technique. Au niveau de l'hébergement, c'était difficile. Tu devais avoir tes propres serveurs pour pouvoir faire fonctionner le site. Comment ça se passait? Franchement, on a vraiment, en fait, passé des stades où au début, on était en fonctionnement artisanal, en fait, tu vois, à savoir que, tu vois, à l'époque, il y avait les abonnements free en France, tu vois. Et nous, on faisait que resquiller des abonnements free parce que Free te donnait des espaces d'hébergement, en fait. On avait des espaces gratuits et tout. Et nous, on faisait que récupérer des espaces free en France pour pouvoir avoir de l'espace disque. Parce que nous, on remplissait des espaces disques avec des MP3 à l'appel, quoi, tu vois. Parce que vraiment, quand il y avait plus de 200 morceaux par jour, il y avait des centaines et des centaines de gigas, tu vois, qui se remplissaient comme ça, quoi, tu vois. Donc, ça a toujours été une galère de pouvoir avoir de l'espace disque et tout. Et franchement, maintenant, avec l'évolution technologique, on a des serveurs qui ont des tétras et compagnie, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais à l'époque, vraiment, c'était toujours la gueule parce que d'un seul coup, on se disait, mais écoute, le serveur, il est plein. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher un autre serveur et tout. Il faut former des gens à utiliser des serveurs FTP et compagnie. Je vais pas rentrer dans le technique, mais c'est cool parce qu'en fait, mine de rien, les gens qui ont bossé avec nous, il y en a qui sont devenus ingénieurs en informatique, chefs de projet en informatique, et c'est avec nous qu'ils ont commencé à toucher des trucs, tu vois. Et ça, personnellement, c'est ma plus grande fierté, en fait. C'est-à-dire que il y a des fois où ils ont eu le petit kiff, le petit crush, tu vois, pour tout ce qui est informatique, et ils sont allés plus loin, en fait. Et ça, je trouve ça cool, en fait. C'est ce que je retiens comme histoire, en fait, tu vois. Donc, voilà.
Moi, l'une de mes fiertés, c'est que j'ai un bout de disque de Calotte Lyrical, parce que je sais aussi que tu mettais des disques durs un peu à gauche, à droite. Et un jour, je copiais du son, j'ai envoyé ma petite sœur copier du son chez une personne, et c'est avéré que c'était un des disques durs de Calotte Lyrical, donc le son est pur, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu as trouvé plein d'anecdotes dessus, des trucs vraiment introuvables ailleurs. Et même moi, je dis plus ça, hein, je te dis franchement, malheureusement, j'ai pas la science pour garder les trucs, et c'est vrai que ce sont des petits bouts comme ça de trucs que je peux pas oublier, mais que bon, ça, il faudrait que je passe chez toi récupérer des choses un de ce jour. La porte est grande ouverte. Allen, donc on peut dire ton nom de famille ou pas? Ouais, vas-y, je t'en prie. Allen Castri, donc on a reçu ton cousin Stéphane Castri, j'allais dire le bassiste, mais c'est plus qu'un bassiste, c'est un maître qui fait compositeur, chef d'orchestre, on peut dire. Donc voilà, donc la musique, effectivement, t'as toujours baigné dedans avec tes cousins, ta famille. Mais je vais pas partir dans cette direction-là. Là, c'était pour te mettre une virgule, parce que il y a une chose que les gens savent pas ou dont les gens ne se rendent tout simplement pas compte, c'est que le site Calotte Lyrical, c'est une première mondiale. C'est-à-dire qu'avant l'existence de sites comme datepif.com, où on peut télécharger des mixtapes, des albums, etc., écouter du son, des tops, quel est le meilleur son, etc., etc., avant des hautes cultures qui sont venues et qui ont copié des trucs, enfin, qui sont inspirés de modèles américains comme datepif.com, trucs comme ça, il y a eu Calotte Lyrical qui était en avance, mais quand je dis en avance, de bien des années. Toi, est-ce que maintenant tu arrives à avoir le recul là-dessus? Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est après qu'on ait discuté que je me suis dit ça, et tu sais, ça m'a poussé. Vas-y, il y a un mec qui me parlait de ça hier, et ça m'a poussé à me documenter sur Q de World Star Hip Hop, en fait. Yeah. Et je me suis dit, mais en fait, on a pensé au truc quasiment à la même période, quoi. En fait, c'est que juste lui, il était au Queens, tu vois, et moi, j'étais en Guadeloupe. Donc voilà. Donc lui, il est devenu multimillionnaire grâce à ça. Moi, j'étais pas dans les délires de finalité financière, en fait. Et voilà. Mais c'est vrai que, en fait, c'est au même moment qu'on s'est tous dit que Internet, ça pouvait servir à quelque chose. Moi, je te parle de Q, hein. Et c'est au même moment que, c'est vraiment au début des années 2000 qu'on s'est dit qu'on allait créer des choses et tout. Et après, Haute Culture et compagnie sont arrivés un petit peu après, c'est vrai. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de te dire dans tout ça, c'est que c'est vrai que par rapport à la musique, moi, comme je t'ai dit, moi, personnellement, dans la vie, je suis ingénieur en informatique. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu les délires de tout ce qui est nouvelle technologie en plein dans mon esprit, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai toujours cherché à être avant-gardiste et tout. Et il y a des choses à venir derrière. Donc, voilà. On essaie de proposer des choses, et peut-être, pourquoi pas un jour, de les emmener à New York, tu vois. Et de dire aux Américains, bon, mais il y a des petits gars en Guadeloupe, ils ont fait un truc et ils sont venus vous montrer comment on va faire la musique de demain, quoi, tu vois. Donc, voilà. C'est clair que tu aurais rencontré P. Diddy à l'époque, il t'aurait signé direct. Mais justement, est-ce que Calotte Lyrical, ce qui fait sa particularité, c'est qu'il a été, c'est vraiment ce côté local, ce côté underground et authentique, mais en même temps, ça fait aussi sa malédiction, parce que du coup, tu ne l'as pas pensé pour l'international. Ouais, non, mais tout à fait, en fait, parce que vraiment, c'était, je veux dire que c'est une sorte de réflexe communautaire, en fait, à ce qu'on m'a dit, puisque je suis mal placé pour en parler, hein. Ouais. Mais j'ai vraiment des gens qui me disaient, ouais, tu sais, moi, quand j'étais dans le froid et tout, chaque jour, je sais que quand je rentrais chez moi, j'allais télécharger du son du pays et tout, voilà. Donc, je sais que le succès, en fait, il est dû à ça, c'est clair. Et que, je vais te faire une petite anecdote, je te lâche ça comme ça, parce qu'on a tellement l'habitude de parler, en fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on jouait même de ça, en fait, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, si on recevait, du son, je sais pas moi, du rap, on se disait non, on peut pas le mettre. De qui parce t'as qu'on dit? essayait vraiment de promotionner.
Non, du rap français Ok. vraiment hardcore Ok. et tout, accent 9-3 et tout, tu vois. Ok. Et on se disait, oui, mais non, on essaie de donner une place et une visibilité, en fait. Et voilà. Et justement là, je me rappelle que il y a des moments où je voyais des perspectives d'avenir, une que même toi, je pense que t'as pas pu voir, en fait. Mhm. C'est-à-dire que il y a jusqu'à très récemment jamais eu de moyens pour les beatmakers de mettre en avant leur prod, en fait, tu vois. Ça, c'est super récent. Et je me rappelle qu'à l'époque, sur les sites comme Bouscapé et compagnie, je trouvais des gens qui disaient d'aller sur Calotte Lyrical pour récupérer des instrus et tout, de rap et tout. Et c'est vrai que là aussi, j'ai pas pensé ça, genre vision internationale et tout. Et en fait, il y avait plusieurs aspects où on aurait pu embrayer pour aller plus loin. Mais on n'a pas assumé ça, en fait. On n'a pas pensé à ça. On était dans le rush. On faisait juste écouter les sons locaux, en fait. Et c'est là où on a manqué de recul parce que, bon, on n'a pas la notion forcément entrepreneuriale. Est-ce que c'est ouais, business, est-ce que voilà. c'est le fait de ne pas s'être mis la pression financièrement? Parce que du coup, un mec comme Q, lui, ou comme P. Diddy, hein, c'est des mentalités, tu vois. Les mecs, ils arrivent, font Ouais, quelque ouais, chose, ouais, et c'est ok, cette chose-là, elle doit me générer de l'argent. ouais, Et ouais, là, c'est clair. on le voit, l'entier.net, lui-même, tu vois, il dit clairement ses tarifs pour être affiché en bannière, etc., etc. Et, Ouais. et quelque part, Calotte Lyrical, vous avez pas été assez loin peut-être à un moment donné pour Alors, tu sais, je vais te dire un truc, en fait, comment dirais-je? En fait, on va dire que par rapport à, par exemple, à P. Diddy et tout, moi, je me rappelle avoir vu un reportage sur le hip-hop, tu vois, sur Canal+, je crois, il y a même pas 2-3 mois. Mm. Et ce sont des génies, hein, les gars, hein, 50 Cent et compagnie. Au niveau business, les gars, ils font des trucs avec beaucoup de maturité, en fait. Et ouais, je pense pas qu'on était à ce niveau-là, très clairement, il y a 10-15 ans, en fait. Et maintenant, par rapport à tout ça, on génère du cash, mais c'est pas à un niveau qui nous permettrait d'égaler P. Diddy, en fait. Mais on génère du cash quand même, tu vois. Mais c'est clair que euh, à l'époque, on n'avait pas mis en place les schémas qui auraient dit aux gens, oui, si vous vous inscrivez, si vous mettez en avant votre morceau, il faut payer, etc. C'est-à-dire que il faut que tu vois quelque chose, c'est-à-dire que en gros, au début, on essayait vraiment de mettre en avant la crème de la crème, tu vois. Mhm. Et si tu venais et que tu dis, OK, je mets en avant la crème de la crème, mais en même temps, il faut que je mette en avant les morceaux parce que les gens, ils ont payé. Donc, en fait, tu mets moins en avant la crème de la crème, tu vois. Donc, c'est très, très compliqué, mine de rien, C'est clair. de jongler entre mettre de la publicité pour des personnes et afficher la crème de la crème. Moi, je sais par exemple que World Star Hip Hop, il y a plein de fois où les gens disent que ouais, il y a vraiment du n'importe quoi sur le site, en fait. Parce qu'il y a des artistes qui payent, mais qui ne valent rien, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très fin. Et nous, on était vraiment dans une posture de passionné. On se disait, ouais, même si les gars, ils payent, ouais, mais on va pas passer notre temps à mettre que des gars qui payent, tu vois. Donc, on préférait vraiment mettre des gars qui étaient bons dans leur musique que mettre des gars qui payent, hein. Mais ça nous est arrivé de mettre des gars qui payent, hein. Mais c'était aussi un parti pris, en fait, de se dire qu'on préférait plus mettre en avant les gars qui sont bons plutôt que les gars qui payent, en fait, tu vois. Les mine de rien, même au niveau de vos data, c'est-à-dire même au niveau de tout ce que vous récupérez au niveau des personnes qui se connectent au site, Ouais. des emails, en fin de compte, Ouais. t'étais pas obligé de lâcher constamment, automatiquement ton email, mais si vous aviez été constant là-dessus, ça aurait été aussi de la Ouais. boucherie en fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors, en fait, c'est vrai que là, par exemple, c'est ma faute. Ouais, je dis ça très clairement. C'est-à-dire que, en gros, petit exclu, on va dire, entre guillemets, moi, c'est une façon pour que personnellement, j'expérimente des choses, tu vois, au niveau technique, au niveau programmation. Et en fait, par exemple, à un moment, on avait fait une mise à jour, en fait, on avait créé une sorte de réseau social, en fait, où les gens pouvaient suivre des artistes, tout ça. Et ça encore, on avait fait ça avant YouTube, avant que YouTube ne commence à prendre autant d'ampleur, en fait. Et donc, les gens, ils pouvaient suivre des artistes, faire des follow, mettre des likes, des choses comme ça.
à un moment, j'ai viré ça, en fait, parce que je me suis dit, ouais, vas-y, ça me saoule, il y a trop de code sur ça sert à rien. Et puis, 5 ans plus tard, je me suis rappelé que en l'espace de quoi? De 1 an, il y avait plus de 40 000 inscrits dans la newsletter grâce à ça, en fait. Je me suis dit, mais putain, si j'avais gardé ça, on aurait une base de données conséquente pour les personnes qui aiment la musique et tout, en fait. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que on n'a pas eu le recul vraiment nécessaire pour pouvoir mettre en place toutes ces actions, en fait, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment le regret par rapport à ça, mais par rapport à ça, c'est jamais trop tard, en fait, tu vois. Donc, voilà. Alain, est-ce qu'il y a des chasseurs de tête qui sont déjà venus te dénicher après avoir regardé ton travail sur Calotte Lyrical ou autre? Alors, tu sais, franchement, toutes les fois où j'ai eu à chercher du travail, Calotte Lyrical a été ultra déterminant dans ma recherche d'emploi, très clairement. Parce que vraiment, ça a permis de faire comprendre aux gens tout de suite que je savais faire des choses. Pour la petite histoire, en fait, il y a des sites qui te permettent de savoir quels sont les sites qui sont visités dans un pays, en fait. Et je me rappelle qu'à l'époque, Calotte Lyrical, c'était le site le plus visité, hormis Google et compagnie, en fait. C'était le site guadeloupéen le plus visité en Guadeloupe, tu vois. Et ça, tu vois, quand je voyais ça et quand je disais ça à des gens, que oui, j'ai créé le site qui est le plus visité, voilà. Mais c'est clair que tout simplement, très rapidement, les gens m'ouvraient grandes les portes. À un moment, je pouvais partir à Dubaï. Mais j'ai préféré rester en Guadeloupe, en fait. Donc, voilà. Local. C'est un choix de vie, tu vois. Et c'est vrai que le site m'a toujours permis de faire des choses. Et en fait, on a un principe de fonctionnement où on fonctionne avec des annonceurs qui nous font des pubs. On a délégué ça à une société. Et puis voilà, en fait. Donc, on arrive quand même à payer les petites factures pour les serveurs, des choses comme ça, en fait. Ok. Et est-ce que il va y avoir des évolutions encore dans Calotte Lyrical? Est-ce que t'as encore, après toutes ces années, c'est pas facile aussi de maintenir un site. C'est-à-dire qu'on passe on passe par toutes les phases. On passe par les phases du début, l'excitation extrême. Ensuite, on est en mode, on gère sa vie en même temps que gérer un site. On délègue plus ou moins à telle et telle personne. Après, au bout d'un moment, on s'essouffle pas. Comment tu gères, en fait? Est-ce que tu rêves encore un peu? Est-ce que des fois t'as des petits coups de boost? Est-ce que des fois t'as des trous noirs? Je vais te dire un truc, tu vois, tu soulèves des éléments qui sont intéressants, à savoir que Calotte Lyrical, par exemple, tu vois, c'est un passe-temps à la base. Donc, c'est pas quelque chose qui s'inscrit dans ma journée professionnelle. Et c'est vraiment le truc qui me faisait dormir moins de 3 heures par nuit pendant des jours et des jours dans ma vie, en fait. Parce qu'il fallait bosser sur une nouvelle version, parce qu'il fallait recréer du code, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un investissement qui est lourd sur le terme. Et c'est un investissement qu'on a toujours produit parce qu'on se disait qu'il y avait une dynamique qu'on mettait en place et que ça faisait plaisir, en fait. L'idée, c'est que comme tu l'avais bien dit, en fait, à la base, je suis musicien et j'ai pas choisi de devenir musicien professionnel. Donc, en fait, moi, ça m'a toujours fait kiffer, en fait, de chercher des moyens de faciliter la vie des musiciens, en fait. Donc, comme je t'ai toujours dit, en fait, on est sur notre petite arlésienne, en fait, de chercher des moyens, de rémunérer les artistes. Donc, il y a encore des choses qui vont arriver sur Calotte parce qu'on a envie de mettre en place ces moyens-là, en fait. Et donc, voilà. Est-ce que tu suis les nouveaux médias qu'on reçoit aujourd'hui aussi? Il y a pas mal de nouveaux médias. Là, on reçoit Pepsi Actu de Pepsi. On reçoit Viandy Toons qui a le site l'entier.net et tout pour ma star. Tu suis un petit peu aussi tout ça? Écoute, franchement, je vais te dire un truc. Moi, comme je t'ai dit, et comme tu le sais bien, moi, je suis quelqu'un de très cool dans sa tête, en fait. Et c'est vrai que, à la base, même, dans ma génération de sites, on se connaissait tous, en fait. Tu vois, par exemple, je fais une petite dédicace à World Music Crew. Yes. Et c'est un site qui est en Martinique, en fait. Et dès que, par exemple, j'avais trouvé des annonceurs, franchement, on se partageait les annonceurs 50-50.
parce que moi, je sais que je ne touchais personne en Martinique, alors que lui, c'était sa compétence, en fait. Donc, on a toujours ces deux communs accords, on a toujours eu envie de faire des choses ensemble, en fait. Donc, ça fait que Pepsi, par exemple, je connais très bien, parce que je sais que, bon, ils sont très branchés dancehall en Martinique, qu'ils arrivent à booster des actus et tout. Et puis, l'autre site, L'antillais.net. L'Antillais, ben, je connais aussi, puisque font un effort rédactionnel, en fait, et moi, je pars du principe que ça valorise notre culture, en fait. Parce que j'estime que, il y a de la place pour beaucoup d'acteurs qui ont des rôles différents, en fait, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, tu as les hits locaux en avant, le côté bling bling de notre communauté en général au niveau musical, qui vont chercher à vraiment centraliser les entre les mettre en avant les artistes, leur donner un petit côté shiny, tout ce qui est après dossier de presse, tout ça. Pacalo qui était très branché mis en avant des productions, tu as l'Antillais qui cherche à connaître un peu plus les artistes au niveau rédactionnel, tout ça. Tu sais, il y a des rôles différents et moi je trouve que c'est cool en fait et qu'une culture comme à développer en fait aux Antilles, au niveau urbain, c'est important qu'il y ait des acteurs différents, qu'il y ait des sensibilités différentes et qu'il ait envie de faire des choses différentes en fait. Donc ouais, moi je les connais. Je t'avoue que je suis moins la musique urbaine qu'avant en fait. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour leurs activités parce que vraiment, comment dirais-je, j'ai beaucoup de connaissances dans la musique et on sent vraiment que leurs activités sont reconnues en fait parce que les gens comprennent que grâce à eux, ils vont réussir à faire passer des messages, des choses comme ça en fait, tu vois. Donc chacun a son petit rôle et ça tourne bien comme ça en fait, tu vois. Cool. Si tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi? Waouh, est-ce que j'aurais un conseil à leur donner? Alors franchement, je crois que Pepsi, c'est super. Ça fait un petit moment qu'ils sont là en fait, donc je pense pas que j'aurais des conseils à donner à Pepsi. L'Antillais, si j'avais un conseil à lui donner, en fait, je pense que lui, il est un peu plus jeune en fait. Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Même franchement rien en fait, hein, parce que je pense que tout ce qu'il le fait, il le fait bien avec amour pour sa culture. Avec le respect des artistes, j'ai l'impression en fait. Donc franchement, si j'avais un conseil à lui donner, oui, je sais ce que je vais lui donner comme conseil, de trouver des moyens de pérenniser ses efforts en fait. Parce que surtout quand on est seul, s'il n'y a pas un minimum de cash qui rentre derrière, on n'a pas envie de prendre sa voiture pour aller voir un artiste, tu vois. Donc pérenniser les choses, c'est le plus important. Ouais, je veux dire ça comme ça. Faire rentrer un petit cash, tu vois. Juste histoire de se dire que même si j'ai pris ma voiture aujourd'hui, j'ai pas à payer l'essence pour aller voir un artiste, des choses comme ça, tu vois. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà le conseil d'Alan Castry. Alan Castry, ça me fait super plaisir de t'avoir sur Street Diamond pour la première fois. Même si voilà, cette interview a été enregistrée, donc elle va repasser avant nos deux invités qui l'auront aussi entendu. Tout le monde l'aura entendu. Et tu sais quoi, cet entretien-là, il est terminé, mais je vais te laisser le mot, le paragraphe. Tu dis tout ce que tu veux à la fin. L'antenne est à toi. Écoute, si je devais faire une petite conclusion, en fait. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est, vas-y, j'ai deux points que j'ai envie d'aborder. Je vais essayer d'aller vite, hein. Mais premièrement, c'est sur le fait que, en fait, j'aimerais que tout un chacun n'oublie jamais qu'en fait, qu'on fait partie d'une culture, d'une petite culture, et qu'on arrive à s'entendre vraiment pour l'amener plus loin, en fait, parce que c'est pas dans des divisions, en fait, qu'on va réussir, grâce à notre culture et à l'emmener plus loin, en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont dans des bifs aujourd'hui parce que il y a la ville qui est à 10 kilomètres, on s'entend pas. Vas-y, dans 30, 40 ans, vous allez vous rencontrer près de la plage avec vos petits-enfants, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'était inutile, en fait, tu vois. Et un deuxième aspect qui me tient à cœur, en fait, c'est au niveau de la direction musicale, en fait, à savoir que j'ai la sensation que on a le petit défaut d'être très polyvalent, en fait, dans nos musiques. Et malheureusement, ça fait que peut-être que parfois on se fait peut-être trop influencer et que qu'on perd des richesses. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il y avait des gens qui faisaient que de la dancehall, qui faisaient que du rap
façon East Coast, qui faisait que du rap façon West Coast, qui faisait que de la soca, tu vois, t'avais vraiment des spécialistes dans tous les styles, alors que maintenant, on s'est un petit peu refermé sur nous-mêmes, sur des vibes. Et malheureusement, je constate que quand tu regardes bien, les gens qui peuvent exporter, ils vont s'exporter sur des vibes, alors que y a des gens qui vendent au niveau national en faisant de la dancehall du soleil. Je me dis, mais pourquoi on pourrait pas faire de dancehall du soleil, tu vois? Parce que vraiment, par exemple, on maîtrise la dancehall depuis des années. Donc voilà. On rappelle que Calotte Lyrical, c'est toujours disponible, donc il faut aller, faut cliquer, faut se faire plaisir. Le site, il est là. En plus, le site, que tu sois en France, que tu sois en Guyane, que tu sois à La Réunion, Martinique, Haïti, Guadeloupe, Martinique, le site il s'adapte à l'endroit d'où tu viens. C'est ça. Donc ça aussi c'est encore de l'innovation. Donc voilà, faut aller sur le site, il y a pas mal de choses et comme d'habitude, je sais que tu lâches pas, que tu as envie d'aller encore plus loin et nous on va continuer à te suivre. Ouais, mais c'est cool. Et on va continuer à se check avec le plus grand plaisir. Plaisir partagé. Merci Allen, on rappelle que Calotte Lyrical, c'est le nom du site est calotelyrical.net. Voilà, c'est là où ça se passe et on va repartir au direct. Merci Allen. Merci, de rien. Les événements et ceux qui les créent sont sur streetdiamond.fr. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et voilà, vous avez pu entendre notre petit entretien avec Allen Castry, le créateur du site Calotte Lyrical. Comme d'habitude, dans le building. J'ai ma team Street Diamond. Comment ça va la team? Salut, ça va? On est là. Voilà, les vacanciers sont là. Hein? Non, mais quand t'as dit la team, je sais pas c'était qui la team. Allez, c'était moi, c'était tout le monde, c'était... Tout le building. Donc il y a Kali qui est là dans le building. Kali, ça va, remise des vacances là, après les hits locales? Ouais, mais bon, comme c'est la fin des vacances, ça veut dire retour au boulot, donc c'est pas forcément bon, quoi. Je te jure. Kaiser, comment ça va? Ça va et toi? Ben écoute, moi ça, c'est toi le vacancier mon frère, c'est toi qui bouge à gauche à droite, c'est toi qui reprend le taf. Écoute, il faut aller prendre un peu de soleil, se recharger les batteries, après revenir à Paris dans le froid et on taffe. C'est important, il y a encore du taf, il y a encore pas mal de choses à faire et j'imagine que la nouvelle session de Hit Local, ça tape à nouveau. Il y a Manu Dorlis qui est dans le building. Salut. Ah, pour une fois que ta voix est bien réglée, c'est exceptionnel. Alors là, je suis choqué, mon frère. Ouais, c'est l'alcool d'hier aussi. Joyeux anniversaire, Laurie Pézeron. Ouais, Laurie. Donc voilà. 18 ans. 18 ans, voilà, une grosse dédicace à Laurie qui fait partie de la Team Street Diamond, comme certains le savent. Et il y a Mademoiselle AC qui est dans le building. Comment ça va, AC? Ouais, je suis là aussi, pas loin. Toi aussi, t'as fait un anniversaire, c'est ça? Non, ça va, j'ai l'air un peu fatiguée ou un peu pompette, mais c'est pas du tout le cas. Ah ok, d'accord, c'est normal. Non, c'est le réveil à 8h du mat. Il y a aussi Kelly, notre community manager, qui est là dans le building. Kelly, ça va? Je te fais un petit coucou au loin. On t'envoie du love et encore du love et encore du love. Alors, vous pouvez nous écouter sur radio RGB.net, bien sûr, sur le 99.2 FM, bien sûr, mais sur notre propre site, on est là, en live. Vous pouvez voir nos articles, etc. streetdiamond.fr et bien sûr n'oubliez pas qu'on est en live Facebook, donc si vous voulez voir nos tronches, si vous voulez nous voir bien, vous voulez voir le bronzage de Kali, si vous voulez voir les vagues de Kaiser, si vous voulez voir tout ça, et ben vous branchez tout simplement sur le Facebook Live. Donc le précédent il a bugué, donc ne m'en voulez pas, j'en ai balancé un nouveau, donc je pense que celui-ci il va mieux se passer. Et dans le building, on a deux invités et pas des moindres. On a Viandi Toons qui est dans le building. Donc Viandi Toons qui est le rédacteur en chef de l'entier.net et de Tout pour ma star. Comment tu vas, Viandi? Eh ben, je suis là au calme, on fait aller. Ouais, c'est la première fois que tu viens sur Street Day, ça fait plaisir. Donc ça va, tu te sens bien, tranquille, on t'a bien reçu? Ouais, bien, très bien. Eh ben cool. Et à côté de moi, il y a Pepsi qui est là dans le building. Yes. Pepsi, comment tu vas? Ben ça va, tranquille, bien reçu. Bien reçu aussi, ouais. On t'a mis bien. Voilà. Bah moi ça me fait super plaisir les gars de vous avoir dans cette émission parce que vous faites partie, on l'a dit, des sites justement les plus visités dans la Caraïbe. Et justement on en parlait par rapport à Calotte Lyrical et à Allen Castry, on en parlait précédemment.
D'ailleurs, il vous envoie le big up et il apprécie aussi votre travail depuis toutes ces années. C'est pareil. Donc, justement, quand vous voyez, comment vous déjà, ça vous est venu tout simplement l'idée de faire ces sites? On va commencer par toi, Pepsi. Moi déjà, depuis l'époque des Skyblogs, il y avait un Skyblog où il y avait toutes les news dancehall, ça s'appelait Power Dancehall Skyblog, et en plus il est toujours en ligne, et je suivais dessus. Après il y a eu les calottes lyricales, One Music Crew comme il disait, et moi j'avais envie de mettre, tu vois, ma pierre à l'édifice, mais j'étais plus underground Martinique, tout ça, donc j'ai commencé comme ça, underground Martinique, les petits gars qui n'étaient pas encore connus, et puis après ça a pris de l'ampleur, et voilà. Peu à peu, donc comme ça l'underground qui t'a poussé. Il faut savoir que toi aussi tu chantais. Ouais, j'ai vite fait avec mon frère au début. J-Max. Voilà, et puis bon, on a senti tout de suite qu'il y en avait un qui était doué, et puis l'autre était pas doué. Non, mais en plus, ça donne une expérience, ça fait que tu es dans le truc, quoi. Tu vois comment ça se passe un petit peu, tu l'as vu de l'intérieur. Ouais, j'ai toujours été assez proche du game, puisque j'étais à l'école avec Kalash. Après, mon petit frère, c'est J-Max. Mais j'ai souvent côtoyé les mecs par rapport à mon frère et aussi par rapport à la page, donc c'est vrai que j'ai toujours été assez proche. Après j'ai check Kaiser, je sors local, tout ça. J'ai connu Soué quand elle est au tout début avant qu'elle pète, tout ça, voilà. Toujours des bonnes rencontres, j'ai toujours été là quand il faut voilà. Ok, et toi Biondi Toons, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire ton site? Moi en fait ça a commencé. Ça commence par Tout pour ma star si je ne m'abuse. Ouais, effectivement. J'ai commencé en 2011 avec Tout pour ma star. Vas-y, parle. Et puis au fil du temps, j'ai kiffé la vibe des États-Unis à ce moment. Mais en fait je me suis posé la question à ce que je partage les choses des étrangers. Et je me suis dit à ce moment que pourquoi je le fais pas pour les Antilles. Donc s'il y a des talents aux États-Unis, il y en a forcément dans la Caraïbe. Et si je kiffe leur son et ce qu'ils proposent, pourquoi pas en parler? Donc je suis parti sur cette optique. Et de là, j'ai créé l'Antillais.net. Ok. Alors ce qu'il faut savoir aussi par rapport à vos médias, il faut dire que par rapport aux Antilles, il y avait une place particulière qui était laissée aux médias à la musique, à ce genre urbain que sont le rap, la trap, dancehall, reggae. Jamais, on va dire, il y a une place prédominante, on va dire, dans les médias. C'était des à-coups en fait. Donc il y avait des fois des succès, mais ils étaient jamais mis super bien en avant. Donc bien sûr Kaiser avait la radio, KS1 Radio, donc toi-même tu as une expérience forcément là-dessus depuis l'époque. Ah ben c'est sûr, c'est comme il dit, moi c'était plus quand j'étais à l'école en fait que j'écoutais les gars et je parlais déjà avec un pote à moi qui s'appelle DKR. Je lui disais il faut faire quelque chose en fait. Il y a un talent en Guadeloupe, les gars ont du potentiel, il faut faire quelque chose, et c'est de là que je me suis dit je vais essayer de les mettre en avant. Et du coup, j'ai lancé KS1 Radio. Et pareil, la même expertise au niveau de Kali, parce que Kali avait aussi son propre média, Dancehall Caribéen. Pareil, c'est vrai que nous on fait un peu partie des dinosaures du web, c'est-à-dire qu'on a... moi, je sais quand j'ai commencé à faire des parce que moi en fait je suis de Paris, donc le souci qu'on a quand on est antillais à Paris, c'est que effectivement on entend les sons quand on est en vacances. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet comme maintenant. C'est-à-dire que moi, les artistes, je ne connaissais pas leur tête. Donc, j'avais des cassettes, des DVD, des CD quand j'avais un peu de chance. Mais je ne les connaissais pas du tout. Et dans les différents médias qui existaient à l'époque, les différents sites qui avaient commencé à naître, il n'y avait pas du tout de place pour les artistes locaux. Donc avec deux cousines, on s'est dit bon tiens, on va faire ça, et chaque fois que les artistes vont venir à Paris, on va les attraper, on va les filmer, on va faire des interviews pour qu'ils aient leur petite place. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, je crois 2003-2002. Et effectivement, on a eu tout le monde au début, quoi, les Chris, les Saek, Admiral, Tiwoni, et on s'est fait une grosse place au niveau son système. Donc voilà. Kali, si je ne m'abuse, il y a une particularité par rapport à Dancehall Caribéen, c'est que vous filmiez à l'époque. Ouais. Et que du coup, les premières scènes d'un paquet d'artistes, les premières scènes en France d'un paquet d'artistes, tu les as coffrées. Ouais. Le premier concert d'Admiralty, je l'ai en vidéo. Championnat de son système, Arawa contre l'Aquarelle, on filmait aussi. Comme j'ai dit, Chris, le clash le clash Kérosène contre Samix, on était là. Tout près d'eux, en train de se clasher. Donc,
Et il faut se remettre dans le principe, c'est-à-dire qu'effectivement, on était bien potes avec les gars d'Arawak, donc ils nous ont invités à la soirée. On est là pour filmer comme d'habitude, on filme, on voit qu'il y a un clash, ça commence un peu le lendemain, on voit que c'est un peu chaud. Et donc nous, on a fait le montage, mais on dit qu'on partage pas les clashs, etc. On voit qu'il y a tellement de polémiques qu'on commence à partager la vidéo, mais dans un format qui est dégueulasse, parce que forcément, t'as pas autant de gigas qu'à l'époque, les gens, ils ont pas le net. Donc j'avais carrément créé un messenger pour ça, pour partager à tout le monde la vidéo, parce qu'en fait, voilà, c'était pareil, des rumeurs, quoi. Les gens étaient pas là, les gens ont interprété sur leur façon, quoi. Soit à côté de la Russie, soit à côté de Genesis. Donc nous, on a passé peut-être, quasiment un mois à balancer la vidéo pour que les gens se fassent leur propre avis sur ce clash et qui avait raison, qui avait tort. Donc voilà. Donc voilà, encore, elle a des barres en or là. T'as des gigas en or là. Et ouais, et c'est comme ça que ça se passe. On vous dit qu'on est avec des vraies personnes là dans le building, des gens qui travaillent dans l'ombre. Alors, moi, tout de suite, la question que j'ai envie de vous poser tout simplement, je sais que toi, il y a un vrai parti éditorial dans ta ligne, c'est que quand on voit un message, directement tu dis tout ce qui concerne la trappe, le rap, etc. D'ailleurs. En fait, le truc, c'est que plus la page a eu du succès, on a eu énormément de messages. Et on va dire depuis 3-4 ans, la plupart des artistes ont abandonné le dancehall pour aller sur la trappe. Ouais. Donc j'ai dit, bon là on est obligé de faire un choix, sinon ça sera plus la page dancehall, l'actualité dancehall, ce sera l'actualité trap, tu vois. Donc on a dit aux gens du trap, non désolé, tout ça, on partage que reggae dancehall. Mais maintenant, depuis, ça fait même pas une semaine, on partage du trap, mais que le dimanche, c'est le dimanche trap. Le dimanche trap, voilà. C'est le jour d'église, voilà. On brûle ça. Ok, ouais. Donc c'est ton parti éditorial. Toi, Viandi Tunes, du coup, toi c'était plus, toi tu touches à tout. En fait, moi, je suis resté sous l'optique d'ouverture d'esprit sur les styles et que je me dis que il y a plusieurs types de chanteurs, plusieurs types d'artistes et divers styles de musique. Donc, à travers le site, je voulais tout regrouper dans une seule et même structure que chacun puisse se retrouver, trouver la vibe qu'il veut vraiment. Donc, je suis partagé du dancehall, de la trap, du hip-hop, du rap et plein d'autres styles. Un peu de zouk aussi. Ah oui, effectivement, du zouk. Effectivement. Lui-même, il oublie son petit kezou. Faut toujours un petit kezou pour se mettre. J'ai des souvenirs de partage de Nestlé. Ah oui. Oui, c'est d'ailleurs, Nestlé, comment tu vas d'ailleurs? Nestlé, coucou, tu vois, on est là, tu vois, il y a Viandi Tunes qui apprécie particulièrement ta musique. En effet, moi j'avais rédigé une lettre, mais bon, ça date. Je fais un petit commentaire qui n'a rien à voir avec l'interview. Viandi, aujourd'hui tu es à l'honneur, n'hésite pas à parler fort parce que je suis en train de pousser le potard avec le talon pour pouvoir t'entendre. Donc si tu peux parler un tout petit peu plus fort, parce que tu mérites qu'on sache de quoi tu parles, quoi. Tu fais un boulot super et donc profites-en, fais-toi plaisir aujourd'hui, quoi. Parle fort. C'est clair. Pas de soucis. Et Pepsi, toi-même, alors du coup, toi, ce qui est intéressant avec ta page, c'est qu'il y a ce côté viral, ce côté aussi de l'instant. On est vraiment, le nom, tu l'as pas choisi par hasard, Pepsi Actu. C'est vraiment, on clique, on peut voir les trucs du moment. Tu mets aussi en avant des choses positives ou que ce soit des événements ou que ce soit des sons aussi, etc. Des sons aussi qui sont traduits des fois. Comment tu gères ta page en fait? Ben, pour les traductions, c'est, on va dire, les sons qui marchent le plus niveau Jamaïque. Mais bon, on fait comme une sélection parce que entre les sons qui parlent que de poum poum, tout ça, tu sais, il n'y a pas besoin de traduire. On va essayer de traduire les sons à texte. Et puis pour les sons qu'on nous envoie, ben on essaie de partager, on s'arrange avec les artistes. S'ils veulent qu'on partage en simultané, on partage en simultané. S'ils préfèrent qu'on partage le lendemain, on fait comme ça. Et pour les vidéos, c'est vraiment qu'on les reçoit, on reçoit des vidéos qui buzzent, tout ça, et dit oui, partagez, tout ça. Donc voilà, ouais. Ok. Et toi, ton audience, forcément, au niveau de la Martinique, elle est en feu, mais elle touche aussi la Guadeloupe, c'est aussi important de dire, et la Guyane, parce que justement, l'avantage aussi que tu as, c'est le fait d'être basé sur la dancehall. Du coup, ça touche tous ces endroits. Ben ouais, et en plus on a même une grosse communauté d'Amérique latine. Sérieux? Ouais, qui aime beaucoup le dancehall local
Ok. Ouais. Donc on a beaucoup surtout du Pérou et j'ai oublié quel autre pays. Et c'est vrai qu'il y a certains artistes comme je crois que il y a même Daddy Mori qui a déjà fait des concerts là-bas. Ils avaient même un site. Ils avaient même un site où ils mettaient tous nos sons gratuits en téléchargement. Sérieux? Tu cherchais le dernier album d'Admiralty, il fallait aller sur un site péruvien. Ils avaient tous les albums gratuits, ouais. Ok. Je sais que Jamadom a fait des scènes. Jamadom a fait des scènes en Amérique du Sud. C'est vrai, ils ont une grosse affection pour nos sons là-bas. Je pense que si les artistes jettent un œil, il y a de quoi se faire 2-3 prestats. Ouais. Tranquille, ouais. Ok, et c'est pas Admiralty qui est parti au Pérou aussi? C'est pas en Colombie? C'est pas en Colombie. Ouais, dernièrement, ouais. Il est en Amérique du Sud, ouais. Ouais, c'est ça. Il a fait sa tournée, ouais. Donc l'Amérique du Sud nous aime, messieurs. Donc il faut y Attends, aller. Je le redis, hein. Même Specta, elle y est allée il y a pas longtemps. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a Specta, il y avait aussi Sir Samuel. Oui, il y a une partie du Sayan aussi qui est partie. Et Vislo aussi. Enfin, l'ex-Sayan, pardon, excusez-moi. Attention, si on ne dit pas ex-Sayan, on va avoir des problèmes. Ah oui, très juste, pardon. Très juste, attention. Pardon, excusez. Pardon, excusez. non, private joke. Viandi, toi-même, donc, il nous le disait, Alain Castry, il y a ce parti pris aussi rédactionnel, donc des interviews. Il y a aussi, hormis les interviews, il y a aussi, tu te mouilles, tu fais découvrir des artistes, et là, du coup, tu aimes rentrer dans le fond, dire à la première personne, et voilà pourquoi moi j'ai kiffé cette personne. Donc, est-ce que tu peux nous dire, tout simplement, d'où ça part cette envie rédactionnelle? En fait, j'ai envie de m'intégrer en fait dans ce que j'écris. J'ai envie que quand j'écris, que je fais découvrir la chose, que je m'imprègne et que je montre vraiment comment j'ai découvert l'artiste. Parce que ça peut être des trucs basiques de la vie, genre tu vas sur YouTube et là tu peux découvrir un artiste du jour au lendemain. Et moi je vais l'expliquer vraiment comment je suis arrivé à tomber sur un talent comme ça. Et je le transmets à travers l'article. Ok. Et moi, j'ai beaucoup apprécié parce que justement, on l'a vu avec plusieurs artistes justement que tu as interviewé, cette vibe, comme tu dis, hein, de vouloir mettre cette personne à l'avant et dire comment on l'a vu, notamment par rapport à la Guyane. Et on l'a vu sur vos deux sites, c'est-à-dire par rapport à la Guyane qui montait. On a vu le côté rédactionnel chez Viandi et on a vu des vidéos débarquer sur Pepsi Actu. Comment vous pensez que la Guyane actuellement, c'est l'endroit qui brûle le plus au niveau de la dancehall? Pour moi, la Guyane, ils sont vraiment retournés à l'essentiel, tu sais, le dancehall à la jamaïcaine. Nous, nos artistes, ils étaient comme ça avant. Et puis maintenant, ils sont plus dans un dancehall un peu slow, un peu commercial. Et en Jamaïque, ils sont vraiment en mode sound system. Et je pense que le public, ils en redemandaient un peu en soirée. Donc franchement là ils ont trouvé un bon créneau et ça marche vraiment bien pour eux. On peut voir avec Jana et Bambi qui à l'international c'est super bien pour eux et je pense qu'il y a encore de quoi faire en Guyane. Est-ce que selon vous ça vous étonne justement la trajectoire que prennent Bambi et Jayana King d'être à ce niveau même au national, international? Ça m'étonne pas trop parce qu'ils ont aussi une image, ils envoient vraiment une image et ils ont le talent qu'il y a pour percer dans le national. Donc quand tu associes ces deux-là, c'est sûr que ça peut péter. Mais comment vous expliquez que la Martinique Guada décroche un petit peu à ce niveau-là et soit plus dans une vibe soft et Moi je pense que c'est depuis qu'il y a eu les sons de système qui ont disparu. Dès que les sons de système ont disparu, je pense que la vibes dancehall a commencé à baisser. Après, il y a le rap, le trap qui sont arrivés et qui étaient un peu plus intéressants. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont vraiment changé. Par exemple, je me souviens dans les vidéos de freestyle à l'époque, il y avait Mikey Deng, pas Mikey Deng, Mikey Debouya? Ouais, Debouya qui chantait du dancehall maintenant. Après, il est passé direct au rap, tout ça. Et même dans le Genesis, tout ça, avant c'était vraiment dancehall, les mixtapes Askeri, tout ça, vraiment dancehall. Après, ils sont presque tous passés dans du trap, du rap, tout ça. Lutin et compagnie, je me souviens, c'était que dancehall, tout ça. Même en Martinique, il en reste plus beaucoup en mode dancehall. Donc, c'est vraiment, il y a eu l'influence des États-Unis.
Et en Guyane, eux, ils sont vraiment restés vraiment dans les bases jamaïcaines. Même leurs DJ, Mickey, leurs soirées sont vraiment pas comme nous. C'est vraiment comme en Jamaïque. Le DJ avec le micro qui crie, qui demande des pas de danse. Ouais, le sélecteur. Et nous en Martinique, c'est fini. Ouais. Et en Guadeloupe, ça a jamais été comme ça. Hein. Et quelque part, il y a pas aussi un délire parce qu'on en parlait aussi avec Alain Castry. C'est-à-dire que en fait, en Martinique et en Guadeloupe, on est tellement porté sur les clips qu'on a un peu délaissé le son entre guillemets. C'est-à-dire que la Guyane, ils sont pas à donf sur les clips en fait. Ils sont à donf sur le son. Ils sortent des sons. Ils sortent beaucoup de sons sur SoundCloud. Et je vais rebondir sur ce que disait aussi Pepsi, c'est que effectivement aux Antilles, il y a plus effectivement de son de système physique, donc d'événements où les jeunes prennent le mic et s'affrontent et confrontent aussi leur production à un public. Mais en France aussi, il y a beaucoup moins de son de système et la jeune génération n'y a pas accès. C'est-à-dire qu'effectivement, les Tiwoni, les Straka, ils tournent, ils sont tout le temps en son de système. Mais c'est vrai que dans les années 2003-2005, il y en avait tout le temps, il y avait des soirées son de système, tout le temps. Il y avait le championnat de son de système aussi, ça a créé une émulation de dingue. Et effectivement, après Black Warrel et Arawak, on n'a pas entendu de jeunes se structurer comme ça pour faire des sons de système. Donc effectivement, le mouvement est mort comme ça. Et c'est un pan de culture qui disparaît aussi parce que moi, franchement, j'ai découvert beaucoup d'artistes en son de système en allant justement voir Arawak, Black Warrel. C'est là que j'ai entendu pas mal de sons. Il y a aussi KSS. Ils sont tous nés avec ça. Et on a eu et la disparition des sons de système et l'arrivée d'Internet. Donc l'arrivée d'Internet, la facilité d'avoir un studio chez soi. C'est-à-dire qu'avant, t'as pas de studio, t'allais chez ton pote. Sauf que maintenant, t'as Internet, t'as un petit studio chez toi, tu fais ton son, tu le mets directement sur SoundCloud, etc. Donc ça a aussi tué un peu le jeu des sons de système, quoi. Ça te coupe un petit peu, c'est l'ère de l'individualisme aussi, le fait d'aller dans le studio d'un pote, c'est faire d'autres rencontres aussi. Ouais. C'est par hasard, tu rencontres un artiste que tu rêvais de voir, et en fait, le gars, tu l'as à côté de toi sur le siège, quoi, en fait, quoi. Je pense que Kaiser peut parler de ça, des histoires de rencontres, parce que à KS1, il y avait beaucoup de rencontres, quoi. Ah, mais c'est clair. En fait, les freestyles se faisaient chez moi, donc tu vois, j'ai des artistes qui ont même écrit des sons chez moi, tu vois. Ils sont restés genre de 20h à 3h du matin en train d'écrire des sons, tu vois. Yad de Mercenaires, j'ai des bons souvenirs par rapport à ça. Et par contre, pour revenir par rapport à la dancehall, tu vois, Mikey Debouya, peut-être, alors je n'ai pas dit qu'il se cherchait, mais quand je regarde aujourd'hui la carrière qu'il a fait en hip-hop, il a aussi gagné un Hit Local Award. Je me demande, est-ce qu'il aurait eu la même carrière s'il était resté en dancehall? Tu vois, donc après, c'est peut-être aussi une réflexion où tu as des artistes qui essayent en fait. C'est-à-dire que, bon, tout le monde fait de la dancehall à l'époque. Je fais de la dancehall, j'essaye du rap ou du hip-hop. Tiens, j'ai un autre feeling, j'ai un autre flow. Ah, mais les gens kiffent plus, tu vois. Il y a ce côté-là et je pense que tu as certains artistes, même Drex au début, qui faisaient de la dancehall. Tu vois, donc voilà, quand tu regardes aujourd'hui, le hip-hop, ça leur va en fait. Donc. Soit c'est un moment où ils passent un cap, où ils se disent bon, mais voilà, j'ai testé un peu de tout et j'ai trouvé ma voie, ils passent à autre chose. Et pour faire vite fait la comparaison entre les Martinique, Guadeloupe et la Guyane, en Martinique, Guadeloupe, on s'est professionnalisé assez vite par rapport à la Guyane. Tout de suite, nos artistes ont commencé à avoir manager et ça a commencé à devenir un petit peu plus dur de les avoir. Avant, moi, je regardais beaucoup les freestyles. À l'époque, je téléchargeais sur Emule. Je cherchais il n'y avait pas encore YouTube, je cherchais des freestyles. Je marquais freestyle Guada ou freestyle Martinique. Et tu sais, il y a des freestyles qui sont restés anthologiques, comme freestyle à la défense septentrionale du coup, tout ça, ou freestyle KS1 Radio, là, dans l'école, je sais pas quoi, là, tout ça. Tout ça, c'est des trucs que tu vois, waouh, ces gars-là déchirent. Maintenant, des freestyles, il n'y en a plus trop, hein, tu vois même plus ça. Déjà que le son de système a disparu, mais même juste se réunir entre gars qui aiment la musique chanter, ça n'existe même plus, ça. Et même par rapport pour faire aussi une comparaison entre Guadeloupe et Martinique, en tout cas la vision que moi j'en ai ayant grandi en France, c'est que moi j'ai l'impression qu'en Martinique il y a quand même une grosse souche reggae. C'est très très ancré, les foundations ils sont quasiment tous martiniquais, donc il y a quand même une base qui est plus importante qu'en Guadeloupe où en Guadeloupe, ça a plutôt commencé par le hip-hop. Les premiers artistes urbains qui ont pété, c'était Fuck Lee, Dali, c'était vraiment hip-hop. Après, ils ont tous viré en dancehall pendant 5-6 ans, ils ont tous viré dancehall. Et après, il y a eu le crump, donc après, c'était foutu, ils sont tous passés. Donc, c'est vrai que je pense qu'en Guadeloupe, on est plus, on sait pas trop. On change rapidement de style, on est. Alors qu'en Martinique, j'ai l'impression qu'il y a quand même
une grosse base comme reggae, dancehall, plus en tout cas qu'en Guadeloupe. Ouais, je pense aussi, que Martinique, on était assez reggae dancehall. Vas-y. Mais en fait, moi, je pense que la dancehall va revenir petit à petit en Guadeloupe et en Martinique. Parce qu'il y a des jeunes talents qui se remettent sur la dancehall et je crois que ça passe très bien même. Des artistes comme Kevin ou Matthew White et même Meryl et aussi Shannon, j'ai kiffé ses derniers sons. Ils ont vraiment le dancehall dans le sang. Et je pense que ça peut refaire surface aux Antilles. Ouais, mais quand tu regardes les artistes internationaux, les Drake et compagnie, les Rihanna, tout ça, qui revendiquent le dancehall, là je me suis dit, ah, les mecs, là, il y a un truc là, Et bien justement, messieurs, Alain Castry, il a été assez clair. Il est venu, il a dit lors de son interview qu'il comprenait pas c'est pas qu'il comprenait pas, il constatait qu'au niveau de la musique dite musique soleil, on mettait en avant un certain type d'artistes en France et que en fait, nous on a assez de talent pour prendre complètement ce créneau-là au niveau national et que les artistes ne cherchent pas à obtenir ce créneau et on peut même toucher l'international du coup. Ouais, c'est vrai que même des fois tu lis des articles du Parisien, tu vois Kinvé, le king de la dancehall, tu te dis oh là il y a un problème là, même au niveau je sais pas, je connais pas les votes de Kinvé, mais chez nous on a vraiment du lourd, du potentiel et on a même des sons qui jouent tu sais aux États-Unis dans la communauté haïtienne, tout ça. Bien sûr. Donc faudrait qu'on récupère ce créneau ou même qu'on passe outre et qu'on fasse des liens directement avec Miami où il y a une grosse communauté haïtienne qui est là, qui écoute nos sons et il y a des producteurs aussi, puis certains on serait même étonné de savoir que par exemple Russian il travaille avec Kalash et même avec un mec de Saint-Barth qui me contacte, il travaille avec pas mal de francophones aussi et je pense il faut qu'on passe outre le national et qu'on passe directement à l'international. Mais c'est vrai qu'on est habitué en fait, je pense qu'en tant qu'Antillais, on a je pense le regard tourné vers l'Est, vers la France, alors qu'en fait tout près de nous, même déjà rien que dans les îles d'à côté, on a un potentiel de ouf quoi. Donc, c'est vrai. Et pour rebondir aussi, c'est que bon, on parle Guadeloupe, Martinique et Guyane, mais à la Réunion aussi, il y a une petite souche dancehall et moi je sais par exemple que quand j'ai découvert MC Duke, il envoie du super lourd. Il a un peu il est très lourd. Là il s'est un peu calmé, mais il a des sons pendant 1 ou 2 ans là. C'était pour moi c'était MC Duke et Jana King. C'était vraiment le vent nouveau du dancehall qui est apparu avec une force et puis un flow qu'on n'avait plus entendu aux Antilles, que c'était un peu endormi aux Antilles et eux ils ont partiellement de la fraîcheur quoi. Mais pour en revenir à Kinvé et compagnie, toute cette vague de musiciens, enfin ils font partie de la communauté de musiciens. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu les BHL le comparatif, les BHL de la philosophie musicale en fait, parce qu'ils ont besoin de démocratiser et de casser certains codes peut-être qui pourraient exclure certains auditeurs. C'est-à-dire que bon, on va parler clairement. On regarde un mec comme Dead Cabal qui se fait piquer la place par Grand Corps Malade. Kinvé pique la place d'autres musiciens pour des raisons qui sont très très claires du point de vue marketing. Ils sont blancs. Non mais ils sont blancs et quelqu'un d'autre aussi. Juste attends pour te couper vite fait, pour moi la place de Kinvé c'était Colonel Réel. Pour moi c'est Colonel Réel. Normalement Colonel Réel qui a pété au national devait être sur des plateaux comme Touche pas à mon poste ou des trucs comme ça. Pour moi c'était sa place. Et de voir que c'est Kinvé qui est arrivé avec juste 2 petits sons, j'ai oublié ces sons d'ailleurs, tout ça. Déjà j'ai pas compris, tu vois, donc je pense que t'as raison sur ce point-là. En fait le truc c'est qu'il faut savoir que pour cette histoire de blanc et de noir, faut être très clair. Et c'est même pas le comparatif avec BHL, il est un peu tendu, je suis pas tout à fait d'accord. Mais par rapport au comparatif blanc-noir, ce qu'on peut dire, c'est que c'est comme Eminem. Eminem, c'est lui le plus grand vendeur de disques de rap.
Pas simplement parce que c'est peut-être le meilleur rappeur aussi, tu vois. Mais par exemple, moi, par rapport à Eminem et son type de son, moi, j'apprécie grave Eminem au niveau du rap, mais par rapport à la direction artistique, du coup, j'aime moins Eminem. Et le truc qui se passe avec Eminem, c'est que, il y a une grande partie de la planète qui est blanche. Du coup, le mec, il vend en Russie, il vend dans l'Est, mon gars, là où Busta Rhymes n'a jamais chanté. Attention, je suis pas en train de critiquer le fait que des gens comme des gens comme Kinvey ou Grand Corps Malade prennent cette place. On sait très bien qu'il y a un aspect marketing aussi. Mais quand même, attends, Grand Corps Malade et Kinvey, tu veux pas les mettre sur le même truc. Grand Corps Malade, il est quand même plus chaud que Kinvey. Non, ce que je veux dire, on sait très bien que par exemple pour la dancehall, le reggae, c'est très codifié. Et le problème, c'est que si tu veux faire large, tu peux pas envoyer des artistes avec une musique qui est très codifiée. Il y a un moment, tu es obligé de passer par des artistes qui vont moins s'attacher à ces codes-là. Et là, tu vas ouvrir l'auditorat. C'est le rôle de gens comme Kinvey. BHL, on sait très bien que BHL, la plupart du temps, c'est du vent, mais il donne accès à la philosophie, même si c'est une philosophie qui est de moins bonne qualité, mais quelque part, il ouvre un petit peu le... Bon, c'est un bouffon, hein, clairement, mais bon, bref. Mais il ouvre quand même la voie, aux gens qui pourraient s'intéresser à la philosophie et qui trouvent ça trop ardu, en se disant, oh, tiens, j'arrive à comprendre ce que dit BHL ou Kinvey. Dans ces chansons, ça n'a pas l'air très compliqué. Finalement, c'est ça le reggae ou la dancehall. Bon, je vais en écouter. Et merci. Mais en vrai, on n'a plus besoin de Kinvey quand on a Rihanna qui te sort Walk. Par exemple, tu vas envoyer un Kinvey en soirée caribéenne, il n'y a personne qui va danser. Il va se faire jeter le micro dans la tête. Non, mais d'autant que Rihanna est plus. Comment dire, pas représentative, mais c'est plus cohérent. Ouais, carrément. C'est sa source, voilà, les caribéennes, c'est la musique caribéenne. Ça passe plus. Alors on va dire que déjà BHL, c'est pas un bouffon, on va pas dire ça comme ça. Mais effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec Manu sur le fait, voilà, de démocratiser le truc. Et puis aussi il y a le côté où les mecs, peut-être que voilà, il y a ce côté où ceux qui programment ces gens-là partent du principe que quand tu mets un blanc, une personne qui ressemble à l'auditeur, c'est mieux. Et quand ils mettent des noirs, il faut que le noir, il ait tout un tas de cérémonial autour de lui. S'il vient pas du Zimbabwe, ils auront du mal à parce qu'il faut ils vendent aussi un folklore. Donc ce qui serait bien, c'est là, il y a des Caribéens qui déchirent. On est capable de prendre ces places-là, selon moi en tout cas. On est capable de les prendre. Je dis pas que des Rihanna, on en a en pagaille. Mais franchement, une Rachel Allison, il y a moyen de faire des trucs, tu vois, au niveau... Là, il y a Jalis aussi en Martinique. Je trouve qu'elle est aussi très intéressante dans sa manière de venir. T'avais fait aussi... je l'avais interviewé. J'avais kiffé tout de suite aussi. Ouais, donc il y a des trucs... On a des artistes. Mais ce que disait Dorlis, là, c'est pas de maintenant. Ouais. Parce que cette polémique-là, elle existe aussi avec Bob Marley. En disant que voilà, Bob Marley était métis, donc il était plus facilement passable que d'autres artistes reggae, plus foncés. C'est un vieux discours, ça, et je pense qu'on n'est pas encore prêt à battre ce truc-là, parce que c'est ancré. Faut en parler, effectivement. Faut en parler sans cesse, et on y arrivera peut-être. Et on doit parler de ça, et on doit parler d'une autre chose, selon moi, c'est que quelque part, il y a quelque chose que nos artistes n'assument pas, en fait. C'est le fait de générer du cash et d'avoir l'ambition de pouvoir générer du cash, comme par exemple Chris, lui il a fait Step Out. Il sait que clairement dans quelle direction il allait avec Step Out. Il sait que voilà, t'as Colonel Riel qui va générer tant de cash qui va lui permettre de garder un pied dans l'underground, par exemple, underground entre guillemets, avec Missy Sadik ou avec d'autres qui génèrent pas autant de cash. Donc il avait son pied dans plusieurs trucs. Et quelque part, moi j'ai envie de dire, j'ai l'impression aussi qu'il faut que nos artistes ils assument. Là je vois que le travail que fait Psych, j'ai l'impression que Psych c'est vers ça, il voit l'exemple de Kalash et il a envie de tendre vers cet exemple-là. Et c'est pas la seule clé, le chemin de Kalash. Mais je pense aussi qu'il y avait Almighta aussi mais lui, il avait pris au niveau des tubes qui passent en boîte. Donc il était un peu coincé, c'est encore un autre créneau. C'est un créneau où tu passes pas beaucoup à la télé.
mais par contre tu passes beaucoup en boîte et t'as des prestats. Donc tu es arrivé à vivre correct, bien de la musique, t'es super bien, mais du coup tu disparais si t'arrives pas à maintenir ta carrière hors des boîtes. Et du coup, il faut prendre l'autre créneau. Le créneau de Kinvé, faut l'assumer. Et on n'est pas obligé de faire des bouffonneries. On peut faire des choses simples, mais qui ont du style et qui font bouger tout le monde. Et en Martinique, moi, je trouve qu'il y a des gens qui font des choses simples et qui le font super bien et qui font whiner les gens avec des trucs basiques, mon frère. Mais moi, ça me fait délirer, tu vois. Tout de tout, tu sais. Tout de tout, c'est vrai. C'est clair. Donc, il y a moyen de faire des choses tout simplement. Après, au niveau dancehall, on n'aime pas trop les blagues. Avec le dancehall, on fait pas trop de sons n'importe comment. Surtout nous, les Antillais, on n'aime pas trop. Je pense qu'au niveau son de système, tu vois, les sons, les sons moyens, ça passe pas trop. Le deux notes. Va en langage de puriste là. Bah ouais, c'est ça. C'est que tu vas avec ton rythme de notes en dub fi dub. Je pense que tu vas te faire rironner, quoi. Faut un minimum de travail, quoi. Parce qu'à force aussi, on dénature ce qui est le reggae, ce qui est le dancehall aussi. Donc c'est bien d'avoir des sons pour s'amuser, moi j'aime bien, etc. Mais il faut aussi garder l'authenticité d'une culture qui n'est pas la nôtre en plus. Ouais. Donc moi c'est mon avis. Moi ce que j'ai remarqué quand je suis parti en soirée, que ce soit ici ou en Guada surtout, c'est qu'il y avait toujours par exemple le quart d'heure de notes. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'en soirée il y a toujours un moment, tu vois, t'as besoin de délirer. Donc tu auras ton gros saut dancehall, tu auras ton petit hip-hop trap. Et tu auras toujours ton moment où il y a le petit délirage et que là, ça whine et ça tape le sol. Tu vois ce que je veux dire? Après, pour moi, ça me gêne pas. Après, on n'est pas obligé de l'appeler dancehall, on peut juste l'appeler de notes. Comme t'arrives en Amérique latine, ils vont pas dire c'est de la dancehall, ils vont dire c'est du reggaeton, tu vois. On le danse pareil, tu vois. Donc, on va dire une mouvance dancehall. Alors qu'on sait que le reggaeton est arrivé après un dancehall, mais bon, c'est pas grave. Eh oui, voilà. Grave. Donc c'est des mouvances qui, selon les coins, selon le vent. Voilà, selon le vent. Après, maintenant, pour revenir sans être méchante sur Kinvé et sans trop traîner, c'est juste une question de popéisation. À partir du moment où ta musique est popéisée, parce que pour moi Kinvé c'est de la popéisation, c'est ce que j'appelle de la récupération, c'est que ça marche grave en fait, là où ça se passe. Mais que on peut pas toucher les gens avec le même produit qui est coloré. Il y a tellement de piments et d'épices là. Les gens, ils ont mis du bois d'Inde. Ils sont pas habitués. Mais ils ont trouvé le plat intéressant. Ils aiment le goût. C'est comme quand tu vas chez l'asiatique, notamment tu vas au chinois, ou tu vas, etc. Tu vois, ou tu vas chez, je sais pas, même chez l'africain ou l'indien. Et ben, tu te rends compte qu'en fait, la nourriture, elle est pas forcément comme eux, ils mangent chez eux. Parce qu'il y a moins d'épices. Ils édulcorent. Et ils ne mangent pas les maquis californiens. Je vous le dis. Ça n'existe pas chez eux. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est bien accompagné parce que je suis avec ma team Street Diamond. Et on est avec Pepsi et Viandi Toons dans le building. Il nous reste encore une quinzaine de minutes. Messieurs, il y a un sujet qu'on est obligé de prendre. Et on en a parlé précédemment. C'est le sujet de la thune, les gars. Faut qu'on soit concret là-dessus. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous arrivez à générer du cash? Est-ce que vous arrivez à payer vos déplacements? Est-ce que vous arrivez à investir? Sinon, est-ce que vous avez de la visibilité? Qu'est-ce que vous... Non, moi, on me propose souvent des trucs, mais sans argent. Merde. Je pense que... non, il y a sur certains créneaux, par exemple, on peut demander à l'artiste s'il veut atteindre, comme on a une base de 60 000 abonnés, on peut lui dire on fait une publication sponsorisée et il nous donne une petite partie, mais bon, c'est juste ça. Mais vraiment, pour en vivre, non, pas du tout, pas encore. On espère y vivre un jour. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le modèle économique qui fera vivre de ça. Vous allez discuter avec Ali. Non, j'ai aucun modèle économique, franchement. Si j'en avais un, je serais bien avec Hit Local. Moi, en fait, depuis 2015 jusqu'à 2018, j'ai toujours fait les choses gratuitement. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de mettre les artistes en avant de façon gratuite. Mais arrivé à 2018, tu vois, je me dis que tout travail mérite salaire. Et que je me dis que t'as beaucoup de projets, mais il faut aussi le financement. Donc, tu instaures tes tarifs, tu sais comment est ton audience, tu sais qui visite, tu sais qui vient, qui sort. Donc, si tu as des projets, tu peux pas les financer avec du vent. Donc, il faut savoir aussi payer pour de la visibilité et pour
amener tes projets au plus loin. Donc je reste abordable sur les prix, tu vois, donc ça va. Mais... Eh ben c'est bien. Et justement, est-ce que vous voyez des... Alors tu en as parlé précédemment, modèle économique. C'est le mot clé de toutes les personnes qui sont dans l'underground et qui ont envie de générer du cash. C'est ce satané modèle économique motherfucking shit qui s'enfuit et qu'on essaie de poursuivre pour générer de l'argent au final. Et du coup, il y a plusieurs alternatives qui ont été trouvées par certains. C'est l'essai de la plateforme participative où les gens donnent de l'argent selon par mois 1 euro, 2 euros, 3 euros. Je pense qu'il veut faire ça Pepsi en fait. Tu mets une actu, tu mets pas toute l'info et tu dis payer pour voir la suite. France Antilles, il fait ça. Comme la VOD, tu vois, genre, tu vois le teasing. Et Paul Bocca aussi, je crois, ils font ça. Parisiens aussi font ça. Et puis il y a même un magazine, c'est Trax Magazine, il fait la même chose. T'as une partie en papier, si après, tu veux la suite, faut aller sur le net. Ouais, non, mais c'est ça. Tu vois, ta go, elle est là. Tu veux, elle fait ça quand même. Tu veux le reste, ouais, mets la bague seulement, tu vois. Et ça, c'est assez problématique parce que je me souviens d'un article du France Antique qui disait Fanny ne veut plus jamais chanter en Martinique. Oui. Mais en fait, quand tu lisais l'article, c'était pas du tout ça. Mais comme t'avais pas envie de payer pour rien, tout le monde se disait pourquoi elle veut plus de la Martinique? Et ça fait un gros scandale. Fanny, elle a dû répondre à ça. Alors qu'elle a jamais dit ça. Elle a jamais dit ça. C'est un truc de malade. Et donc, du coup, après, ça fait encore passer la presse pour des gens bizarres. Je te jure. Donc, encore une fois, c'est le modèle économique. Est-ce que vous voyez une issue, même vous, qui avez aussi tout autant d'expérience, on est tous là dans le building, parce que moi, clairement, j'ai participé à un papier au nom de Street Diamond, un papier qui est paru sur Afriscope, qui parlait justement de ces médias qui font des podcasts, les médias afro qui font des podcasts, et moi, j'ai donné une clé par rapport à ça, mais ma clé, c'est ma clé, elle n'est pas forcément évidente à avoir. Pour que ça fonctionne, il faut avoir beaucoup de personnes qui nous suivent et il faut avoir réussi à créer une communauté. Ma clé, c'était en regardant, comment il s'appelle, un podcasteur en fait, un podcasteur français qui est le premier à être rémunéré régulièrement en fait par l'argent de son podcast. En clair, il génère à peu près entre 1800 et 2000 euros par mois. Ouais, ça c'est bien. Et il est payé par une plateforme participative. Donc Patreon, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, en gros, les gens mettent 1 euro, 2 euros par épisode. Ouais. Et comme lui, il a vraiment beaucoup de gens qui le suivent. C'est comme un pourboire, quoi. C'est comme un pourboire. Ouais. Mais du coup, il est vraiment beaucoup suivi. Et la plupart des gens ne payent pas, mais une partie des gens payent. Ouais. Du coup, les gens, ils ont accès à d'autres contenus exclusifs, etc. Et donc, du coup, ça fait que le mec, il peut en vivre, quoi. Et il a vraiment les gens qui sont derrière lui. Mais du coup, c'est quelqu'un qui est très professionnel. Il est arrivé une fois qu'il fasse un épisode dans un aéroport quand il était bloqué en Russie. Et le gars, il arrive à faire, je sais pas, par semaine, il fait environ 10 podcasts différents ou des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. Donc là, maintenant, il a changé un peu de formule et voilà, mais il est assez productif. Vous, avec Hit Local, c'est pareil, c'est la croix et la bannière pour avoir des financements, j'imagine. Je fais style, je sais pas. Ouais, en fait, moi, je laisse tout revenir sur l'ancien temps, surtout sur. On a des sites on a eu des sites il y a très longtemps. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, on pensait pas à se fusionner, ce qu'on aurait dû faire. On aurait été plus forts tous ensemble. Et je pense toujours ça. Je pense que les médias qui existent là, il faut se réunir parce qu'en fait, on a une force de frappe qui est énorme. Déjà, moi, je pense qu'en étant Hit Local, on s'en rend pas compte parce qu'on est à l'intérieur, mais je pense qu'on est quand même pas mal. Et que si on est tous ensemble, on peut être un vrai média et parce que ça n'existe pas. Et c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que moi, je vois souvent l'exemple du rap français et je vois qu'il y a 50 000 sites et je pense que les gars, s'ils en vivent pas, en tout cas, ils arrivent à générer assez de thunes pour pouvoir au moins faire fonctionner leur truc. Et je pense que Calotte a eu des soucis par rapport à ça et la plupart des sites. Au niveau internet, on n'était pas en retard, quoi. On a commencé à faire des sites en même temps. Dès qu'il y a eu le net, on a tout de suite eu des sites. Donc on n'était pas du tout en retard. Il n'y a pas longtemps, World Music Crew a arrêté. Et moi, j'ai mis un message, j'ai dit, mais c'est grave, quoi. Parce qu'on perd un média qui avait un historique énorme, quoi. Ouais. Donc c'est comme quand une bibliothèque ferme, quoi. C'est pareil, on brûle, on perd des choses, quoi. Donc il y a des choses à faire au niveau musique urbaine aux Antilles, même musique en général. Et c'est dommage que les sites meurent les uns après les autres ou changent de formule. Donc,
Voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Moi qui commençais avec KS1, après je suis passé à jouer son local. C'est vrai qu'au temps de KS1, il n'y avait pas de cash qui rentrait forcément, sauf quand on faisait des soirées ou des concerts. Avec jouer son local, ça a un peu changé parce qu'en fait, on fait des coproductions avec des artistes en fait qui sont pas mis en avant et qui veulent faire un concert ou veulent faire des scènes. Donc effectivement, on arrive à gérer un peu de cash par rapport à ça. Hit local, ça reste encore compliqué, mais ça viendra petit à petit. Mais le cash se génère avec local parce qu'il y a un événement physique. Si on n'avait qu'un site, en fait, je pense que j'ai l'impression que la population antillaise, elle est pas encore prête à, par exemple, à faire comme je disais pour Pepsi, quoi, de la VOD, payer pour un truc. Ils ont du mal. Il y a des magazines qui ont essayé de sortir comme ça en disant faut payer pour voir les parties du magazine. Je suis pas sûr que ça ait fonctionné. Même toi, Viandi, t'avais fait justement un magazine. Oui, j'avais fait un magazine avec une équipe en Martinique. Ben, avec le temps, ça n'a pas duré. Ouais, et il y avait des gens qui achetaient. Pas beaucoup, parce que j'étais sur le premier projet en janvier 2017. Pas beaucoup, ils sont pas beaucoup réceptifs, tu vois. Ouais. Quand il faut mettre peut-être les sous, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont... Ça disparaît. Réticents. Voilà, ils sont réticents. Ils veulent tout gratuit. Alors moi, ce que je remarque par rapport au modèle, c'est que quand je parlais avec Alain Castry de Calotte Lyrical, lui, il expliquait qu'en fait, déjà, il a une régie publicitaire. Donc du coup, ça tourne solo. Et que en fait, les annonceurs, ils m'expliquaient qu'en fait, nous, médias que nous sommes antillais, ben en fait, on touche directement une cible directe. Ça veut dire qu'en fait, on est les personnes rêvées pour les marques. Certaines marques ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que le mec, il veut un public qui a entre 20 et qui a entre 15 et 25 ans, on va dire. Il sait qu'il peut aller sur l'antillais.net. Il veut un public qui a Donf Dancehall, qui pareil, a entre 15 et 30 ans. Il peut aller sur Pepsi Actu, bim. Il sait que il va sur Street Diamond, le public, il est un peu plus âgé, bim. Tu vois, et que en fin de compte, il y a aussi ce délire-là, c'est-à-dire que des régies publicitaires qui pourraient aider, qui se centralisent et qui aident aussi tous nos médias, et que tous nos médias aussi jouent le jeu des chiffres, d'être assez transparents, et après aussi nous aussi savoir s'unir entre médias. Mais pareil, après il faut choisir bien ces médias pour que les gens aient une tonalité qui partent pas en vrille, que ce soit selon ce tuto-là, ou carrément réussir à s'allier, tu vois, trouver la bonne formule. Mais ça encore aussi, c'est difficile, tu vois, réussir à s'allier via nos trucs ou en faisant du partage de contenu, j'en sais rien, tu vois. Mais vraiment, je pense que le truc qui est central, peut-être, c'est la régie publicitaire qui pourrait gérer, au lieu de gérer une seule personne, ça gère un groupe de personnes, en fait. Mais moi, je pense comme toi, comme pour les Instagrammeuses beauté qui, quand Rihanna a sorti ses produits pour les blacks, ils ont appelé toutes les youtubeuses antiniquaises, Wada, tout ça, Afro de France, tout ça, et vas-y, on te paye, tu présentes le produit, tu vois. Moi, je vois ça comme ça, par exemple, le Carrefour, il sort son catalogue antillais, il dit bon, je place une pub sur les pages antillaises, tu vois. Je vois le truc comme ça, c'est vrai, il faut peut-être créer, c'est ça, une régie publicitaire qui recrute des annonceurs, qui cherche une cible antille ou guyanaise. Recentrer la part de marché dont on fait partie. Voilà, exactement. Parce que, en fait, ce qui me faisait valoir, Alain Castry, c'est que, au final, c'est difficile de trouver de toucher une cible bien précise quand tu vends tel ou tel type de produit. Et que au final, nous, ces cibles-là, on les touche de plein fouet en fait. Et que ça, du coup, si eux, je dis n'importe quoi, que ce soit Sebastiano, que ce soit Lacoste, que ce soit, je sais pas, un rhum de Martinique, que ce soit n'importe quoi, il faut que ces personnes sachent que clairement, quand elles viennent sur nos sites, eh ben, elles touchent de plein fouet nos sites. Et en fait, on a besoin de personnes qui travaillent pour nous, mais pour mieux que ça fonctionne, peut-être, c'est venir avec plusieurs sites, plusieurs médias, et que, en fait, du coup, cette masse fait que ça, là, cette personne peut payer, et ensuite, là, on sépare effectivement les trucs parce que ça pèse. Après, le premier frein, je pense, de la plupart des médias, je pense que Kaiser et moi, c'est ce qu'on avait au début, c'est qu'on n'était pas structurés. C'est-à-dire qu'on existait en tant que nous.
Moi, j'avais un site, j'ai eu un site, mais j'avais pas d'association. Donc, quand t'as pas, en plus à l'époque, il n'y avait pas auto-entrepreneur, etc. Donc, j'avais pas de structure juridique. Ouais. Donc, en fait, là aussi, ça, c'est tout de suite un frein. Quand tu parles avec des entreprises, tout de suite, on demande ton SIRET, tes statuts, des choses comme ça. Donc, si tu n'es pas structuré toi-même, tu peux difficilement aller gérer d'autres choses. Et même, tu vois, même être local, sur plein de points, on n'est pas structuré, donc ça nous bloque aussi. Donc, avoir un... moi, je suis un peu un espion, donc je regarde un peu tout ce que font les sites. Et même les blogs, ils ont des média kits. En expliquant, voilà, ma cible, c'est ça. Moi, je fais mes articles comme ci, comme ça. Même les blogueuses, elles ont des trucs comme ça, quoi. Donc, faut se structurer pour être crédible parce qu'eux, ils ce sont des pros. Donc, quand toi, tu vas arriver en disant, ouais, moi, j'ai mon site, tu t'as pas des vrais stats, genre des stats de Google. Voilà, quoi. Moi, je sais que quand on avait contacté un label, et qu'on lui avait parlé de nos stats Facebook, il disait c'est intéressant et tout, vous touchez beaucoup d'hommes et tout, et ça c'est une cible que nous on n'a pas, quoi. Et c'est clair que la page Hit Local, je crois que c'est 55% d'hommes et 35% de femmes, pareil pour Instagram, donc en fait on est bien suivi par les gars, et ça c'est une cible qui est dure à atteindre, quoi. Donc, mais il faut se structurer, il faut être prêt à parler à des pros, quoi. 55% d'hommes, 35% de femmes. C'est pas 100%. Le reste, c'est des animaux. Je suis pas compté. Les sous-couillons, ils sont comme ça. Nous, on des clips des sols, tu vois. Luga was the house. Luga was Kaila. Non, mais c'est vrai, il faut être structuré aujourd'hui parce que moi, je vois l'évolution, tu vois, par rapport à mes médias avant et Hit Local aujourd'hui. T'as des questions qu'on te pose direct, hein. Ouais, c'est quoi l'audience, c'est quoi l'âge, tu vois, quand tu vas voir des partenaires, c'est ça, c'est vous touchez quel type de personne, c'est quoi votre forme juridique, voilà, c'est... Faites une facture. Voilà, une facture, envoyez un nouveau statut, vous avez un dossier de présentation, tu vois, moi à l'époque, une fois, j'avais été voir un label, quand j'ai créé son radio, il m'a demandé un dossier de présentation, tu vois, ma forme juridique, j'avais aucun des deux, hein. Il m'a dit, bon, mais vous revenez quand... vous serez prêt. Tu vois, quand tu connais pas et que tu arrives comme ça au début, tu prends une claque, hein. Ouais, et c'est important de dire ça, se structurer. Et je pense aussi que on doit tous se structurer. Limite, on doit tous s'aider à se structurer. On peut tous se conseiller pour se structurer. Ça, c'est quelque chose. Et c'est quelque chose aussi qu'on reproche aux artistes souvent. C'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas à la SACEM. Ouais. Pas mal. Énormément. Certains très connus. Très connus. Certains ont de l'argent qui dorment aussi. Ils savent pas parce qu'ils ont fait des featuring avec telle personne qui leur permettent de signer facilement à la SACEM et que l'argent il est coffré et que dans un certain nombre de temps, cet argent-là, c'est la SACEM qui le prend. Moi, j'ai très bon d'exemple, hein. Moi aussi, j'en connais pas mal, hein. Non, mais j'ai organisé un concert hip-hop où Mac était animateur. On avait 15 artistes sur scène. Il y en avait un seul qui était à la SACEM. Moi, à la fin moins connu. moi à la fin du concert, je vais aller voir, je leur dis, mais les gars, pourquoi je paye la SACEM? Vous êtes 15, il y en a un seul qui est inscrit. Ça me sert à quoi de payer la SACEM, en fait? Donc, je paye la SACEM pour rien. Et ils te disent tous, oui, c'est un cours, quelqu'un est en train de faire, mais ça prend du temps. Je sais que l'administration, c'est super lourd. Kali peut le dire, hein, Hit Local, l'administration, c'est super lourd. Mais malheureusement, il faut le faire. Même par rapport à vos médias aujourd'hui, les gars, il faut vraiment être structuré parce que ça t'empêche de... clairement que c'est le prochain stade. Ça t'empêche d'avancer, hein. À certains niveaux, ça t'empêche d'avancer. Mais au niveau de l'entraide, Mac, moi, je peux le dire, je communique beaucoup avec Jandy et parfois, je donne des petits conseils, donc... c'est vrai que à l'époque, en fait, on était plutôt en mode concurrence. Franchement, moi, je sais quand je vois les autres sites, de toute façon, j'aime pas ce qu'ils faisaient. Et c'est peut-être pas aller sur Facebook. Ça date. Ça date quand c'est pas. Ouais, franchement, je crois que la page venait tout juste d'être lancée quand j'ai. Parce que moi, je suis une espèce de radar, je regarde tout ce qui se passe, j'essaie de suivre les nouveaux concepts et tout de suite, même des fois il y a des petites fautes, j'ai attention, il y a des fautes là, corrige et tout, parce que c'est pas bon pour ton image aussi, tu vois, donc donner des conseils à... Il faut accepter des avancées, parce qu'ils acceptent, parce qu'il y a des gens qui se bloquent. Moi ça m'est arrivé aussi d'écrire un article et je crois que c'est Anaïs chez lui qui m'a dit ouais il y a des fautes et tout, je te corrige, je dis bah ok pas de soucis, parce qu'au contraire tu vas m'aider à grandir en me corrigeant, tu vois, parce que plutôt que me laisser avec mes fautes et me dire ouais il fait des fautes, les connes. Au contraire, on voit que quelqu'un fait une erreur, on lui donne le conseil et puis après il en fait ce qu'il veut.
Mais en tout cas, moi, voilà, je suis dans cette optique-là. Quand les gens me demandent, le plus souvent, moi je réponds présente et puis j'aide quand je peux aider, quand j'ai le temps d'aider. Hein. Messieurs, l'émission se termine, donc on va donner rendez-vous à toutes les personnes sur vos pages, tout simplement. Viandi, on donne rendez-vous sur Tout pour ma star et sur l'entier.net. Et Pepsi, on donne sur Pepsi Actu. Rendez-vous. Et juste un big up à mon équipe, Carlito et Wiwi, parce qu'ils sont là aussi. C'est important. Voilà. Ouais. En effet, pour moi aussi, pour Joe Boy, Julien, My All, et aussi que ma collaboratrice sur Tout pour ma star, Chacha. Yes. Donc on vous remercie d'avoir participé à cette émission. On se reverra, hein. Vous êtes des permanents ici les gars. On est là. Voilà, on est ensemble surtout. Et même si Viandi, toi tu repars en Guada, et ben on est connecté mon frère pour de vrai et on va se pousser tout simplement. C'est comme ça que ça se passe tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Juste après, vous avez DJ Heavy Jack qui est là dans le building. La nuit Jack et les années surtout 90 seront à l'honneur. Donc, restez connectés. Quant à nous, on vous donne rendez-vous sur streetdiamond.fr. Donc, vous pourrez retrouver tous nos podcasts. Cette interview sera aussi disponible sur iTunes et Deezer. Donc, restez connectés. L'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Peace.